vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner au quotidien des acteurs de référence dans le domaine des ressources humaines, du talent management, mais pas seulement. Et on a voulu, pour ce podcast, vous offrir un moment privilégié avec certains de ces interlocuteurs qui vous partagent leur expertise sur un sujet de leur choix. Aujourd'hui, je reçois Ghila Clara-Kessous, qui est, entre autres, ambassadrice à l'UNESCO et coach exécutive chez Authentic Talent, et qui va nous parler d'intelligence situationnelle. Bonjour Ghila. Bonjour Chloé. Donc Ghila, j'ai vérifié, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on travaille ensemble. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast. Et j'aimerais bien que tu puisses dire quelques mots sur toi à notre auditoire, à ceux qui te connaissent pas encore. Voilà, les grandes lignes de ton parcours et ce que tu as envie de nous partager. Alors bonjour à tous, je m'appelle Ghila Clara-Kessous et je suis coach essentiellement dans tout ce qui est question exécutive. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, mon parcours il est constitué autour de 3 aires d'expertise, la psychologie positive que j'ai pu développer avec Tal Ben-Shahar, le fameux professeur de bonheur à l'université d'Harvard, la négociation avec William Ury, qui lui est le maître de la négociation à l'université d'Harvard également. Il a développé l'approche gagnant-gagnant, le fameux win-win, négociation raisonnée. Et puis 3e aire d'expertise à mon coaching, c'est l'intelligence émotionnelle que j'ai pu développer avec Paul Ekman, qui est un des spécialistes avec Daniel Goleman de l'intelligence émotionnelle. À la base, je suis comédienne, donc tout ce qui va être question de posture, de prise de parole en public, de rapport au corps et de rapport à la parole me passionne. Et c'est pour ça que j'étais très heureuse de pouvoir rejoindre le cabinet Hogan, puisque ce sont des problématiques qu'on retrouve également. Oui, absolument. Et tu as un parcours assez incroyable, je trouve. Tu as fait des choses très très différentes et au-delà de ces 3 sujets d'expertise qui sont aujourd'hui une vraie valeur ajoutée dans tous les accompagnements que tu vas pouvoir faire. Est-ce que tu veux nous dire d'autres choses sur qui tu es? Eh bien oui, puisque en fait à la base, moi je suis comédienne comme je le disais, c'est-à-dire que tous les coachings que je vais faire portent une dimension artistique et la dimension théâtrale, la dimension jeu de rôle. Et c'est vrai que c'est un vrai plus. J'ai eu la chance de faire mon doctorat avec le prix Nobel de la paix Elie Wiesel sur comment est-ce que le théâtre peut aider à mieux prendre la parole en public, en particulier sur des populations qui sont victimes de syndrome post-traumatique. Aujourd'hui, j'ai donc 2 casquettes. Je viens vous voir essentiellement pour la casquette de coach, mais la 2e casquette, c'est l'humanitaire. J'ai un titre honorifique de l'UNESCO, c'est artiste de l'UNESCO pour la paix, qui touche justement à comment aider par le théâtre une meilleure prise de parole pour faire la catharsis en fait de souffrance que certaines populations vulnérables ont pu ressentir. Ce qui m'amène à voyager au Congo, au Bangladesh, pour travailler justement avec ces populations qui souffrent de syndrome post-traumatique. Et il y a effectivement beaucoup d'interventions que tu fais sur ces sujets-là et qu'on suit avec assiduité. Je suis particulièrement ravie de t'avoir dans le podcast puisque tu es notre première invitée parmi l'ensemble de nos invités qui intervient avec l'équipe Authentic Talent, donc dans notre équipe d'executive coach. Et c'est au détour d'une conversation il n'y a pas si longtemps, pour tout dire, autour d'un verre que tu m'as proposé de parler de l'intelligence situationnelle. Alors systématiquement, je rappelle que chacun de nos invités est libre de choisir sa thématique. Pourquoi est-ce que toi, tu as eu envie de parler de l'intelligence situationnelle et en quoi ça te touche en particulier? Alors l'intelligence situationnelle, c'est, on va dire, une des grandes tendances 2023 de coaching. C'est vrai. C'est-à-dire que les clients sont très intéressés par cette notion, en fait, de pouvoir essayer d'appréhender l'inconnu, l'incertain, qui, contrairement au hasard, en fait, qui reste encore appréhendable, est une dimension qui est assez difficile à prendre en considération. Si jamais nos auditeurs connaissent le monde VUCA, qui touche à cette notion de volatilité, d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté, c'est exactement ça. L'intelligence situationnelle, en fait, pour la définir, c'est tout ce qu'on sait quand on ne sait pas. Et bien sûr, en fait, ça suppose une faculté d'improvisation très grande. Et aujourd'hui, les dirigeants, les managers, toute personne qui se dit leader doit avoir cette capacité de rebond, cette capacité, je dirais, d'intuition pour essayer de choisir des situations incertaines qui leur arrivent. On l'a vu avec la Covid. Donc la grande différence entre l'intelligence situationnelle et puis l'intelligence émotionnelle, c'est que dans le cadre de hasard, on réussit encore à pouvoir planifier. Si jamais on a 3 balles de couleurs différentes, bleu, blanc, rouge dans un chapeau, si on met sa main dans le chapeau, on sait qu'on va sortir avec une probabilité à une certaine couleur.
quand on est face à l'intelligence situationnelle, on n'est pas seulement face à l'émotion d'avoir une chance sur 3 de tomber sur quelque chose qu'on aurait planifié. On met sa main dans le chapeau et on découvre une balle à paillettes. Donc on est dans quelque chose qui est absolument impossible à imaginer. C'est ce qui s'est passé pendant la Covid. Et c'est uniquement justement par rapport à cette capacité d'intelligence profonde qui doit avoir un lien avec nos réflexes, avec notre intuition, que du coup on va pouvoir s'intéresser à ce qu'on appelle la dimension comportementale. Donc lorsqu'on s'est croisés, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant d'essayer de voir comment je développais ces situations d'intelligence situationnelle, justement, dans les grands groupes dans lesquels j'interviens, que ce soit dans le monde industriel, que ce soit dans le monde bancaire ou le monde du luxe ou autre, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir intervenir sur du middle management et sur du haut potentiel dirigeant. Et justement, en fait, c'est une très bonne remarque de se dire que c'est le sujet à la mode 2023. On en a eu quelques-uns par les années précédentes et l'intelligence émotionnelle était passée par là aussi. À celles et ceux qui nous écoutent et qui font peut-être partie de ces grands groupes ou même de structures de taille différentes et qui se posent la question de pourquoi, alors oui, le Covid a nécessité de l'intelligence situationnelle, c'est sûr, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'investir sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner pour le futur? Ils ont à y gagner, je dirais, 3 points. Un premier point qui toucherait la notion de savoir se positionner de façon créative. Ça permet justement de pouvoir ouvrir le scope. C'est pas seulement d'essayer d'aborder les choses de manière différente, mais juste de se rendre compte que la situation n'est pas fixe, n'est pas figée, et qu'il y a une potentialité d'ouverture. C'est pas seulement essayer d'avoir plus de gâteaux, mais se rendre compte en fait qu'il y a autre chose que le gâteau, si on doit travailler cette notion de profit. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup en parallèle des KPIs, de parler des Key BIs, Key Behavioral Indicators, c'est-à-dire les clés d'indicateurs comportementaux. Donc je pense que la notion de créativité est un des gains très importants pour essayer justement de pouvoir trouver des solutions qui sortent de l'ordinaire. La deuxième dimension à gagner, ça va être justement un travail de préservation de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Moi, je sais que lorsque j'interviens dans le cadre de coaching, dans le cadre de formation, dans le cadre de débrief, d'assessments, je leur dis toujours, oui, c'est très bien de savoir comment contourner, avoir des stratégies de contournement, de comportement d'obstruction, savoir gérer la passivité, l'agressivité, la manipulation, mais avant tout, avant de pouvoir avec brio réussir à oser dire non, il faut déjà essayer de mettre sa ceinture de sécurité, c'est-à-dire se préserver. Et ça, l'intelligence situationnelle vous permettra justement de gagner en confiance en soi par rapport au fait de se dire, devant l'inconnu, j'aurai quand même une possibilité de pouvoir réagir. Puis bien sûr, dernier point, je pense que c'est tout ce qui va toucher, tu l'as très bien dit, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire savoir non seulement se gérer, mais également gérer l'autre dans la relation. Et là, c'est tout ce qui va toucher à la compréhension fine de ce à quoi renvoie en termes de besoins l'intelligence émotionnelle. Et effectivement, les 3 dimensions sont extrêmement importantes. La dimension de préservation de soi, je pense qu'on se rend compte que c'est un challenge assez régulier pour une partie de nos clients. Est-ce que peut-être tu aurais des exemples à citer? Des exemples concrets, on en a tous les jours. Je vais donner un exemple directement avec un dirigeant. Et puis en particulier dans le monde du leadership au féminin. J'interviens aussi également sur cette question. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir bien sûr non seulement la question du syndrome de l'imposteur au niveau du public féminin, mais une sorte de volonté quasi sacrificielle de devoir tout donner parce que justement, si jamais on donne pas assez, on sera vu en tant que femme comme faible. Et c'est vrai qu'on le voit dans le management de certaines dirigeantes qui ont les plus gros postes et on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, par exemple, et l'intelligence situationnelle en particulier, ce sont des dimensions qui doivent être beaucoup mieux connues d'un public féminin. C'est vrai que c'est un public sur lequel on a beaucoup d'attentes et qui est extrêmement perfectionniste quant à ses performances et quelquefois même plus perfectionniste que ce qui est attendu. Quelquefois, je dis bien quelquefois, je ne vais pas rajouter du cynisme, mais quelquefois, la femme sent qu'elle a été mise à ce poste pour des questions de quota, des questions de représentativité, ce qui rajoute encore une certaine fragilité à l'autorité qu'elle peut représenter. Donc cette notion d'intelligence émotionnelle et d'intelligence situationnelle, elle devient cruciale lorsqu'on accède à ce genre de poste.
Et c'est un sujet qui nous passionne évidemment, le leadership au féminin. J'espère vivement qu'il y a un invité qui va choisir ce thème. Mais on va se concentrer évidemment sur l'intelligence situationnelle. Finalement, les études montrent que sur l'intelligence émotionnelle, contrairement à beaucoup d'idées reçues, il n'y a pas une si grosse différence entre les hommes et les femmes. Peut-être que la différence, elle est sur le besoin de l'avoir plus, entre guillemets. Est-ce que sur l'intelligence situationnelle, toi, tu repères, alors de façon peut-être empirique, mais sur les dirigeants que tu accompagnes, est-ce que tu repères des différences? Alors, ce qui est intéressant, c'est que une dirigeante qui va passer la porte de mon cabinet, généralement, les premiers mots vont être « donc, je suis ici parce que je suis en faute, j'ai besoin d'être coachée parce que j'ai failli ». Donc, c'est quelque chose que les ressources humaines m'imposent. Et si je comprends bien, vous allez être l'œil de Moscou. Vous allez dire tout ce que je vais vous dire aux ressources humaines, en particulier vis-à-vis de rapports relationnels complexes. Ça, c'est notamment ce qui m'avait été dit dans un domaine d'assurance bancaire. Et c'était à moi d'expliquer à la personne que non seulement il y avait une charte de confidentialité, mais que si je voyais qu'il y avait souffrance au travail, l'entreprise m'aurait payé pour que je puisse l'aider à démissionner. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez bluffant. Un homme qui pousse la porte de mon cabinet n'a pas ce genre de choses. Il va venir en me disant « je suis ici parce que je suis curieux ». On m'a dit que un coaching pourrait être intéressant, donc on a plusieurs personnages qui viennent en me disant j'ai plus une soif de savoir, une envie de découvrir, qui n'a pas cette notion de je suis en faute et je dois prouver que je suis à la hauteur. Donc ça, en termes d'intelligence émotionnelle ou situationnelle, comme tu le dis très bien, ça n'a rien à voir, alors c'est toujours qui vient en premier, mais ça n'a rien à voir avec la nature, ça vient beaucoup plus sur cette notion qu'on appelle la peur du stéréotype, c'est-à-dire ce qui est projeté en termes d'image sur moi. Donc c'est vrai que la femme et l'homme, en termes de quotient d'intelligence émotionnelle, n'ont pas au départ, on va dire, une propension à on a enfermé les femmes pendant tellement longtemps sur le care, n'est-ce pas, parce qu'elles auraient une intelligence maternelle. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui porte vraiment ses fruits aujourd'hui et c'est assez désastreux. Non, c'est pas gravé dans la femme de pouvoir développer cette notion de care, non. Par contre, c'est vrai que en termes d'image projetée, c'est ce qui va se dégager quand on a un rapport au féminin. Donc l'intelligence situationnelle, pour moi, elle a à voir avec une sorte d'incarnation de stéréotypes profonds, avec toujours du côté féminin une notion de volonté de dépassement de soi, avec un rapport au perfectionnisme qui généralement est beaucoup plus prégnant que du côté masculin. Ouais, c'est hyper intéressant et évidemment, je pense que la question que tout le monde se pose, même si on commence à avoir un peu la réponse vu que tu fais du coaching sur ce sujet-là, c'est est-ce que ça se développe? Est-ce que ça se développe? Oui, ça se développe. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être très intéressant pour tous ceux qui nous écoutent et qui utilisent les assessments Hogan de voir quelles sont les dimensions qui vont être naturellement développées par rapport aux résultats que l'on peut avoir. Donc oui, ça se développe. Moi, je sais que généralement, lorsque je fais un débrief Hogan, ce que je regarde assez rapidement, ça va être un résultat croisé du HPI et du MVPI. Alors, inutile de vous rappeler ce que le HPI et MVPI peut vouloir dire, mais bon, je le redis quand même. C'est cette notion, de questionnaire qui est développée lorsque tout va bien, le HPI. Ça renvoie à votre façon de pouvoir fonctionner. Et c'est vrai que je regarde des index comme la curiosité, la démarche d'apprentissage. C'est vrai que généralement, si on va avoir des index assez faibles, du coup, il va falloir travailler à une capacité de plus grande créativité. Et généralement, on regarde du côté du MVPI, c'est-à-dire du côté valeur, si le côté science et curiosité sont également développés. Si jamais on a des résultats qui sont assez faibles, alors vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire, mais ça veut simplement dire qu'il y a tout un travail à faire en termes de développement de travail autrement. Quelquefois, c'est des résistances au changement, on le voit bien. Je pense que les 3/4 de formation que je peux dispenser tournent autour de cette notion d'accompagnement, du changement, l'acceptation du leadership au changement. On est tous tout à fait résistants à cette notion de changement. Et donc, il va falloir essayer d'accepter, en fait, de pouvoir faire quelques exercices de créativité. C'est des choses que vous pouvez trouver assez facilement et qui sont assez intéressantes à développer, design thinking par exemple ou autre. Autre chose en termes de développement de l'intelligence situationnelle, la capacité à savoir prendre soin de soi, en particulier sur l'idée de préservation de soi. Et là, les index, ce seront les HPI et MVPI, donc ajustement, c'est-à-dire la capacité d'adaptation, contrairement justement à quelque chose qui serait fixe, c'est-à-dire c'est l'environnement qui doit s'adapter à ma façon de faire. Et puis l'ambition, c'est-à-dire que si la personne en fait n'a pas un minimum, je sais que
généralement, mes coachés, quand je fais un retour sur cette ambition, ils me disent « Mais non, moi, je ne suis pas ambitieux. Comment pouvez-vous dire que je suis ambitieux ?» C'est très drôle comment est-ce que le mot ambitieux, d'ailleurs, ça résonne aussi avec la dimension pouvoir du MVPI au niveau valeur. Il faut vraiment que vous compreniez que ces mots n'ont pas de négativité en soi. Au contraire, ils sont très sains. Si une personne a une ambition très basse ou un pouvoir très bas, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de possibilité de vouloir justement rentrer dans une notion de dépassement, voire une notion d'énergie. Or, le Hogan, pour moi, en termes d'assessment, il est assez formidable que c'est vraiment le seul assessment qui mesure en fait, pour moi, une certaine température énergétique. Et ça, c'est quelque chose d'assez fin lorsqu'on s'intéresse au leadership. Donc, dimension ajustement, ambition pour le HPI, dimension hédoniste, bien entendu, pour savoir s'il y a un minimum de plaisir que l'on peut avoir dans le domaine du travail, entre autres, et du pouvoir. Enfin, au niveau intelligence émotionnelle, là, c'est tout ce qui est HDS, c'est-à-dire la face cachée de l'iceberg, le pouvoir de la force obscure. C'est vrai que là, l'intelligence émotionnelle, Hogan, va nous aider à savoir vers quoi on va plutôt tendre. Je trouve que dans l'intelligence situationnelle, dans la façon de pouvoir travailler, c'est, pour moi, faire des jeux de rôle sur des situations de stress. Et là, ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux parce que non seulement la personne, dans la séance de coaching qu'on va faire, va jouer son propre rôle. Moi, je jouerai un N+1 qui va commencer à rajouter avec une voix mielleuse du travail pendant le week-end en expliquant que vous êtes l'élu. Et puis, on a aussi l'inverse, c'est-à-dire des cas de manipulation où moi, je jouerai le coaché et le coaché va jouer une autre personne qui va être dans une autre situation. Donc, on va développer comme ça l'intelligence émotionnelle, savoir ce qui se passe, comment se blinder, comment mieux se préserver, en particulier à partir de ce que nous montrent les résultats Hogan, en particulier sur ce dernier questionnaire, le HDS. Et du coup, je rappelle juste pour celles et ceux qui n'auraient pas encore entendu parler du HDS, ce qui sera fait si vous écoutez les podcasts précédents, c'est bien le questionnaire chez Hogan qui parle des comportements contre-productifs et dysfonctionnels qui vont arriver quand vous êtes sous pression, uniquement quand vous êtes sous pression. Donc effectivement, c'est un très bon parallèle à exploiter. Et puis, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, il y a encore beaucoup de tabous sur une partie des dimensions de la personnalité, d'où l'ambition. Et c'est intéressant de pouvoir les désamorcer pour travailler tranquillement. En tout cas, je note qu'il y a pas mal de mises en situation que tu vas faire au cœur des coachings et qui vont permettre de travailler vraiment concrètement sur certaines choses, de faire vivre une expérience quelque part. Je sais qu'on a beaucoup aujourd'hui de clients ou de coachs ou de DRH qui se posent la question de mais pourquoi donc utiliser des outils psychométriques tels que Hogan au cœur d'un coaching et notamment pour l'intelligence situationnelle. Pourquoi est-ce que c'est important de passer par là? Alors, je vais te répondre en te donnant un exemple de MBTI 360. Je pense que tout le monde connaît cet outil-là. Quand on travaille en fait avec un assessment, le but c'est justement de rationaliser les soft skills, c'est-à-dire de ne plus en faire des compétences molles, mais des compétences, on va dire, souples, qui vont permettre justement de rentrer au maximum dans un cadre quasi scientifique. C'est ce que moi j'appelle les KPIs, c'est-à-dire les clés d'indicateurs comportementaux. Avec le Hogan, moi ce que je trouve assez fabuleux, c'est de pouvoir mesurer cette capacité de réaction sous stress. Par exemple, un MBTI 360 ne pourra pas le faire, ça vous donnera une bonne idée d'image, mais aujourd'hui, plus que l'image, c'est-à-dire ce que je renvoie dans un cadre professionnel, on cherche à savoir comment je peux avoir un plan d'action pour justement m'améliorer dans ces nouvelles intelligences, notamment l'intelligence situationnelle. Et c'est vrai que réussir à avoir une métrique et essayer de pouvoir se rendre compte que au niveau comportemental, il y a aussi des grilles qui peuvent être des grilles de référence, ça nous permet en fait de sortir du psychologique. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui pensent que le coaching, c'est un soutien psychologique, c'est-à-dire vous allez cracher tout ce qui ne vous va pas dans le milieu de l'entreprise, et puis ensuite ça va mieux. Non, le coaching exécutif, c'est pas ça. D'ailleurs, moi, dès que ça devient psychologique, dès que je vois qu'il y a souffrance, par exemple, au travail, j'ai des psychologues avec lesquels je travaille, auxquels je réfère, parce que moi, je ne suis absolument pas certifiée ou diplômée pour pouvoir gérer ce genre de choses. Par contre, moi, je m'engage, à la fin de chacune des séances de coaching, à donner des outils concrets qui doivent être mis en place pour justement réussir à voir sur, je dirais, ma matrice, comment est-ce que je réussis à pouvoir augmenter mon niveau et c'est mon niveau de communication, de négociation, de capacité de résistance au stress. Et donc ça, si vous voulez, ça permet justement de passer de simple psychologique à quelque chose qui va être de l'ordre du changement comportemental. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, la grande différence lorsqu'on passe par un assessment, et un assessment aussi efficace que celui du Hogan.
Merci pour cette précision, puis merci aussi de remettre un peu l'église au milieu du village sur ce qu'est le coaching et ce que ça n'est pas. Donc oui, pour celles et ceux qui se posaient encore la question, ce n'est pas de la thérapie. Et c'est effectivement parfois une confusion qui va être faite. Donc je comprends bien en tout cas l'intérêt que ça peut apporter dans ta pratique de coach. Bon, même si j'étais déjà convaincue, mais je trouve que c'est bien de le redire. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que sont pour toi les pires idées reçues autour de l'intelligence situationnelle? C'est une question que j'essaie de poser sur chaque podcast. C'est quoi les mauvaises pratiques ou les pires idées reçues sur cette thématique? Alors, les pires idées reçues sur l'intelligence situationnelle, ça pourrait être des cours d'impro pour essayer de pouvoir devenir un objet. Moi, j'ai déjà vu ça, des gens qui pensent en fait que on va toucher à un théâtre d'impro pur et en essayant de devenir un stylo sur le bureau, en essayant d'avoir un point de vue sur la fenêtre, sur la porte. Alors, des questions entre guillemets de changement d'incarnation, de changement de personnage, effectivement, c'est très intéressant. Le théâtre d'improvisation, c'est très intéressant. Mais encore une fois, comme le but, c'est des outils concrets qui doivent toucher à une métrique, on n'a généralement pas du tout une idée d'incarnation dans un objet dans le cadre de l'intelligence situationnelle. Donc ça a à voir avec effectivement du théâtre d'improvisation, mais absolument pas avec de l'intelligence situationnelle. Une autre chose à laquelle je pense, ça a à voir avec une préparation à des scénarios catastrophes. Alors comme qu'est-ce qui se passera si jamais la tour dans laquelle je suis prend feu, qu'est-ce qu'il y aura si jamais j'ai mon directeur qui va avoir la Covid. Donc non, ce n'est pas ça non plus en termes d'intelligence situationnelle, c'est pas seulement de la réactivité à quelque chose qui arrive, c'est vraiment une préparation comportementale dans une gestion quotidienne professionnelle, en particulier vis-à-vis de comportements avec lesquels on a du mal à se situer, passivité, agressivité, manipulation. Donc c'est essentiellement tout ce qui va toucher le relationnel et pas seulement l'environnement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir clarifier. Enfin, une dernière chose au niveau intelligence situationnelle, ce n'est pas une intelligence de couple. J'ai déjà des gens qui me disent « Ah, mais finalement, ça pourrait être appliqué dans la vie personnelle et à mon couple. » Je dis « Écoutez, appliquez-le où vous voulez, mais moi, je ne suis pas spécialiste de coach de couple. Donc voilà, vous pouvez l'appliquer comme vous voulez, mais moi, mon but, c'est vraiment de faciliter l'interdépendance et l'interrelationnel au niveau professionnel. » Effectivement, c'est tout notre focus aujourd'hui. C'est intéressant parce que ça résonne beaucoup avec un article de Harvard Business Review que j'ai lu sur l'intelligence situationnelle et j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Il parlait de l'intelligence situationnelle comme une boîte à outils, un espèce de guide de survie du quotidien finalement, qui va s'appuyer à la fois sur le bon sens, l'adaptabilité, l'humilité, la mise en réseau, l'intelligence collective. Parmi finalement ces différentes dimensions, et je trouve qu'il connecte très bien avec ce que tu viens de nous partager, laquelle est-ce que tu as particulièrement retrouvé peut-être dans certains coachings, si tu peux repenser encore une fois à des cas concrets? Alors je connais l'auteur de cet article qui est vraiment excellent et qui reste une grande référence de l'intelligence situationnelle. Parmi les outils, encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, c'est qu'un coaché revienne en disant « mais ça marche ». Et ça veut dire quoi ça marche? Ça veut dire j'arrive mieux à me préserver, j'arrive mieux à prendre soin de moi dans la relation. 2, je vois que mon environnement en termes relationnels change, c'est-à-dire que l'autorité que je vais avoir va se décupler. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez puissant. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner certaines personnes qui étaient dans des situations difficiles en termes de rapport à l'équipe, avec des situations de déclenchement, de harcèlement, etc. Et c'est vrai qu'en fait, la personne, sans le savoir, n'avait aucun outil managérial. Rien. Donc c'était une personne experte dans son domaine, quand tout d'un coup on a propulsé manager et qui n'a pas du tout eu de formation pour ça. Et donc naturellement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué à travailler seule, en expliquant à l'équipe qu'ils pouvaient continuer à faire un peu de travail. Bref, elle les a mises au placard sans le réaliser. Et ça s'est extrêmement mal terminé. Bon, il y avait des personnes toxiques aussi dans l'équipe qu'il a fallu gérer. En fait, petit à petit, en développant cette intelligence situationnelle, en essayant d'expliquer aussi l'importance de la relation au collectif, c'est-à-dire le babysitting nécessaire que doit faire le manager, sa vie vraiment a changé. Donc moi, je reste vraiment fondamentalement persuadée que ces techniques-là devraient, comme tu le dis tout à fait justement, devraient être connues par tous comme un petit manuel de survie dans un cadre professionnel. Ouais, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est régulièrement les entreprises vont réfléchir à l'investissement sur du coaching ou de la formation autour de ces sujets-là et se poser la question de comment est-ce qu'on mesure finalement les résultats. En fait, on les mesure très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de faire un suivi, comme tu le dis, très bien pour cette personne-là que tu as accompagnée et de mesurer si plusieurs mois après,
à travers différentes choses, mais à travers la qualité du management, le ressenti de se sentir mieux armé et donc plus serein aussi quelque part, et puis l'impact sur les équipes, on est capable de mesurer très concrètement le bénéfice à accompagner. Et encore une fois, ça peut se faire, par du coaching individuel ou collectif ou de la formation, et c'est vraiment un outil super à communiquer. Le mot de la fin sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a une autre idée sur l'intelligence situationnelle que tu aurais voulu nous partager aujourd'hui et dont on ne s'est pas parlé? Je pense qu'il faut juste revenir au niveau de l'entreprise à l'importance de quantifier véritablement ces indices-là. Si vous ne quantifiez pas, ça ne peut pas être pris en charge par l'État. Donc là, déjà, je crois que ça va être un argument de poids. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui va être boîte de formation, etc., on se bat pour avoir des reconnaissances, des brevets, Calliope, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se force à pouvoir donner de la métrique en fin de coaching pour montrer véritablement une situation chiffrée de départ et une situation chiffrée d'arrivée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Sur l'intelligence situationnelle, moi, j'aimerais simplement peut-être terminer sur cette notion-là d'interdépendance. Je crois que le mot est intéressant. Le but, c'est vraiment de montrer que on n'est pas dans un rapport de dépendance à l'autre, à essayer de faire ce que cette personne veut que je fasse. On n'est pas dans un rapport d'indépendance, tu fais ta vie, je fais ma vie, mais on est dans un rapport d'interdépendance, c'est-à-dire essayer de faire comprendre comment être d'accord de ne pas l'être. Et ce comment être d'accord de ne pas l'être, surtout lorsqu'on a dans un cadre conflictuel à gérer une relation toxique ou on va dire d'obstruction, l'intelligence situationnelle nous permettra vraiment de pouvoir avoir les armes et les outils, des protocoles. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me regardaient avec des grands yeux. Aujourd'hui, je vais jusqu'à former des hauts potentiels au niveau de la gendarmerie qui découvraient qu'il y a existé des protocoles comportementaux pour savoir gérer ce qu'ils ont à gérer, à savoir aussi des comportements d'obstruction assez difficiles. Donc il y a des protocoles qui permettent déjà d'avoir une bouée de sauvetage lorsqu'on est face à des comportements, faire comprendre aussi que ça fait partie du travail, et puis suivre, on va dire, un ordre bien précis dans la façon de traiter le relationnel, ce qui permet à l'autre de montrer qu'il est d'abord et avant tout entendu, puis compris, puis dans un rapport justement de vouloir être dans l'interdépendance, être d'accord de ne pas l'être. Et merci pour ce mot de la fin, puisque ça permet de montrer que effectivement, même sur ces sujets, et notamment sur des soft skills, il y a des choses qui sont structurées, mesurables, concrètes, et je pense que ça rassure pas mal de personnes. Donc merci pour tout ça, Ghila. Et puis si le sujet de l'intelligence situationnelle vous intéresse, c'est évidemment un sujet dont on parle régulièrement, sur lequel du coup on peut vous accompagner ensemble, que ce soit via le coaching avec Ghila, des formations, mais également des conférences, et on en a une qui arrive très bientôt sur le sujet. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast, et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site AuthenticTalent.fr. Suivez-nous sur notre site AuthenticTalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite, au revoir.